Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'Académie royale de médecine en ce samedi maussade pour que faire d'autre aujourd'hui. Je vois que vous êtes tous d'accord. Notre première lecture est effectuée par Madame la professeure Florence Deleval. C'est un plaisir de vous avoir ici. Donc, Madame Deleval est professeure de pathologie et directrice de l'Institut de pathologie à l'hôpital universitaire de Lausanne, le CHUV. Elle est médecin, formée à l'université de Liège. Ensuite, elle s'est spécialisée en anatomopathologie. Elle a effectué un travail de doctorat en immunopathologie expérimentale en 1998. Ensuite, elle fait un séjour postdoctoral de 2 ans au Massachusetts General Hospital à Harvard, comme vous savez. Ensuite, de 2000 à 2009, elle travaille à l'université de Liège comme pathologiste. Elle est chercheur qualifié auprès du FNRS. Elle a reçu plusieurs prix. Un prix de recherche clinique donné par l'Académie canadienne d'anatomopathologie. Et apparemment, c'est un prix qui est donné aussi par l'Académie de pathologie américaine. C'est le Benjamin Castleman Award en 2008. Elle a reçu le prix de recherche clinique Bayer-Latour en 2009. Vous allez voir que c'est une spécialiste de la classification des lymphomes. Elle est membre élue du International Lymphoma Study Group. C'est une membre très active des groupements de pathologistes et en particulier, elle est co-chairwoman de la T-Cell Lymphoma Working Group du LISA, pour ceux ou celles qui connaissent ça, donc le Lymphoma Study Association. Madame Deleval, c'est un plaisir de vous écouter. Merci pour cette introduction et mes remerciements chaleureux pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'occuper aujourd'hui cette tribune pour présenter mes travaux qui concernent l'origine cellulaire et l'oncogenèse des lymphomes T. Pour situer le sujet, les lymphomes T, c'est une toute petite proportion des hémopathies malignes par rapport à l'ensemble des lymphomes qui sont dans leur globalité relativement fréquents. Les lymphomes T représentent une petite proportion des lymphomes dits non-hodgkiniens. Pour donner une idée, à l'échelle de la France, c'est environ 700 nouveaux cas de lymphomes T systémiques par année. Ce sont des maladies qui, en plus d'être rares, sont extrêmement hétérogènes et présentent des variations géographiques, en particulier dans les pays occidentaux, le nôtre, les États-Unis. Ces maladies sont particulièrement rares par rapport à une fréquence relative un peu plus grande en Asie et en Amérique centrale et du Sud. Ces maladies sont rares, sont relativement mal connues et sont problématiques pour les patients et les cliniciens d'abord parce que, comme vous le voyez sur ces courbes qui représentent la survie globale des patients, la majorité de ces maladies présentent un pronostic effroyable avec peu d'exceptions, et en particulier lorsque les maladies sont en rechute ou réfractaires, la médiane de survie est d'environ 6 mois. Alors, les lymphomes T, comme les autres lymphomes, de façon très schématique, peuvent être vus comme résultant finalement d'une expansion clonale d'une cellule lymphoïde à l'issue d'un mécanisme de transformation néoplasique qui fait intervenir un ou plusieurs mécanismes pathogéniques qui peuvent être liés à des agents étiologiques, reposer sur des anomalies génétiques et moléculaires.
Dans le cas des lymphomes T, quelques agents étiologiques sont identifiés, c'est notamment le virus HTLV1 qui est responsable de la leucémie de l'adulte dans les îles Caraïbes. C'est aussi le virus d'Epstein-Barr associé à certains de ces lymphomes, mais pour la majorité des entités, les agents étiologiques ne sont pas connus. Il y a une grande diversité dans la morphologie et l'immunophénotype de ces tumeurs et aussi dans leur présentation clinique. Au quotidien, le rôle du pathologiste est d'établir un diagnostic. Les diagnostics reposent sur un certain nombre de critères qui sont liés à ces différents paramètres représentés ici. D'un point de vue conceptuel et d'un point de vue de la recherche, le rôle du pathologiste est aussi de mieux comprendre le développement de ces maladies, leurs caractéristiques génétiques et moléculaires pour raffiner ces critères, raffiner le diagnostic de ces différentes maladies. Et ça a été l'objet de mes travaux au cours des dernières années. D'une manière assez simplifiée, ces lymphomes T peuvent être vus par rapport au système immunologique comme étant des tumeurs qui sont dérivées soit du système immunitaire inné, soit du système immunitaire adaptatif. La majorité des tumeurs que l'on rencontre ici sont dérivées du système inné adaptatif, tandis que les tumeurs dérivées du système inné sont représentées par des maladies à présentation souvent extraganglionnaires, fréquemment agressives et dérivées de cellules cytotoxiques. La caractérisation des lymphomes T a fait l'objet de progrès importants au cours des dernières années qui reflètent en partie l'évolution des technologies. Jusqu'à la fin des années 90, 2000, la classification de ces tumeurs reposait essentiellement sur des données morphologiques, immunologiques, sur la cytogénétique conventionnelle relativement pauvre dans sa contribution à la classification de ces tumeurs. Depuis les années 2000, les technologies d'exploration du génome et de l'expression des signatures moléculaires des tumeurs ont permis des avancées importantes et en particulier, plus récemment, le séquençage à haut débit, soit de l'exome, soit des séquençages plus ciblés de certaines séquences d'ADN ou bien des gènes qui sont exprimés dans les tumeurs ont permis de faire des découvertes extrêmement importantes pour la classification de ces néoplasies. C'est ce qui est reflété dans les classifications successives et à titre d'exemple, en 2001, la classification de l'OMS reconnaissait 13 entités de lymphomes T. Il y en a à peu près une trentaine actuellement. Ces maladies sont regroupées en fonction de leur présentation clinique. Il y a des formes leucémiques, des formes cutanées, je n'en parlerai pas, les formes systémiques les plus fréquemment rencontrées sont à présentation ganglionnaire et sont les plus fréquentes dans mon pays. Les formes extraganglionnaires sont moins fréquentes et je les aborderai dans leur globalité. Je vais m'attacher à la description de quelques-unes de ces entités et je voudrais commencer par le lymphome T angioimmunoblastique. Cette maladie qu'on appelle aujourd'hui lymphome a été décrite dans les années 70 par un pathologiste, Glauco Fritzera, comme une lymphadénopathie. La nature maligne de l'affection n'a pas été reconnue immédiatement et pour cause, les patients se présentent généralement avec des symptômes qui évoquent plutôt une maladie systémique, éventuellement dysimmunitaire. Ce sont des patients âgés avec des symptômes constitutionnels. Il y a certes des adénopathies généralisées, souvent une splénomégalie, mais aussi des manifestations cutanées, comme vous le voyez sur cette photo, et aussi une variété d'anomalies immunologiques, anémie hémolytique, hypergammaglobulinémie.
Au plan pathologique, cette maladie se caractérise par une prolifération de vaisseaux, de cellules blastiques, pas évidentes à identifier comme un lymphome au départ, et c'est la mise en évidence d'anomalies génétiques dans ces tumeurs qui a finalement conduit à reconnaître cette maladie comme une néoplasie lymphoïde. En voilà un exemple en histologie. Ce que vous voyez à gauche, c'est une tumeur qui est caractérisée par une prolifération de vaisseaux proéminents, la présence de quelques grandes cellules qui s'avèrent finalement être des cellules blastiques de type B, qui sont souvent infectées par le virus EBV, tandis que les cellules tumorales, qui sont ces cellules T positives pour CD3 et CD4, ne sont pas les plus proéminentes à première vue. Il y a aussi une prolifération dans cette maladie de cellules folliculaires dendritiques que normalement on trouve associées au centre germinatif. Une avancée importante dans la compréhension de cette maladie a été l'identification que la cellule d'origine de cette tumeur est constituée par les cellules T, justement des centres germinatifs que l'on appelle encore les cellules T helper folliculaires. Donc, dans les centres germinatifs normaux, il y a des cellules T qui sont repérées ici par immunohistochimie, qui interagissent avec les cellules B et fournissent une aide pour la production d'anticorps. C'est un type particulier de cellules T helper et elles se distinguent des autres cellules T helper TH1 et TH2 par une variété d'éléments, des facteurs de transcription particuliers, l'expression de cellules de récepteurs de surface et la production de facteurs solubles particuliers. La démonstration de l'origine cellulaire du lymphome angioimmunoblastique de ce type cellulaire particulier provient d'un travail dans lequel la signature moléculaire globale de différentes tumeurs a été examinée et comparée à celle de cellules T normales. Ce que vous voyez ici, c'est que globalement, il y a une ressemblance ici entre le niveau d'expression de différents gènes dans le lymphome angioimmunoblastique par rapport aux cellules T helper folliculaires normales. Le corollaire de cette observation est que ces marqueurs qui distinguent les cellules T helper folliculaires des autres cellules CD4 sont aussi utiles pour le diagnostic et permettent en immunohistochimie, comme représenté ici, d'identifier les cellules tumorales sur des préparations histologiques. Cette dérivation helper folliculaire du lymphome T angioimmunoblastique explique aussi les caractéristiques pathologiques et biologiques de la maladie. Dans les conditions néoplasiques, les cellules tumorales conservent en partie les attributs des cellules normales, notamment la sécrétion d'une série de facteurs destinés dans les conditions normales à interagir avec d'autres population cellulaire, en particulier avec les cellules B, et ce qui explique que cette maladie s'accompagne d'une symptomatologie qui reflète une hyperactivation aussi du système B. L'expansion clonale de ces cellules TFH s'accompagne aussi d'une dérégulation immunitaire, d'une altération de la surveillance immune et peut dans certains cas conduire au développement secondaire d'autres néoplasies dérivées de cellules B, parfois associées au virus d'Epstein-Barr. Les conséquences de cette découverte et de cette définition qui actuellement implique que le lymphome angioimmunoblastique est dérivé de ces cellules TFH a permis de reconnaître que ce lymphome comportait un spectre morphologique plus important qu'on pensait initialement. L'application de ces marqueurs TFH permet notamment d'identifier des phases précoces de la maladie. Vous voyez ici un centre germinatif entouré de cellules claires. Ces cellules claires sont les cellules anormales. Ça, c'est un stade précoce d'un lymphome T angioimmunoblastique dans un ganglion. Ça a permis aussi de reclassifier une partie
tumeur caractérisée par un infiltrat histiocytaire important qui avait été décrite par le professeur Lennert. Une grande partie de ces tumeurs s'avère en fait être des lymphomes aussi dérivés de cellules TFH. Enfin, dans les lymphomes T, une des difficultés, je vous l'ai dit, est l'hétérogénéité et les critères de classification. Il y a un grand groupe de tumeurs qu'on appelle NOS pour Not Otherwise Specified, parce qu'on ne sait pas à quelle catégorie les raccrocher. En fait, au sein de cet épithélial NOS, l'application de marqueurs TFH a permis d'identifier aussi deux sous-groupes, certains à présentation folliculaire, d'autres sans caractéristiques particulières, qui ont le phénotype, l'expression de ces marqueurs TFH et qui font partie du spectre du lymphome angioimmunoblastique. Toutes ces observations ont finalement conduit à ce schéma qui est retenu dans la classification actuelle de l'OMS, de considérer qu'il y a un groupe de lymphomes ganglionnaires dérivés de cellules TFH comportant cette entité principale angioimmunoblastique, deux autres moins importantes, mais avec des recouvrements entre ces différentes maladies. Cette notion d'un groupe de maladies associées à un phénotype particulier a été renforcée par des travaux plus récents qui ont porté sur l'analyse des mutations présentes dans ces tumeurs, et différents travaux réalisés par notre groupe et d'autres ont conduit à mettre en évidence que dans ces tumeurs TFH, il y a un profil mutationnel très particulier qui associe en général des mutations dans des gènes qui sont des régulateurs épigénétiques et des gènes impliqués dans la signalisation moléculaire. Gènes impliqués dans les modifications épigénétiques, donc on parle ici au sens large avec l'épigénétique de modifications de l'ADN ou des histones qui ont des conséquences sur l'activité transcriptionnelle, et en particulier dans ces lymphomes TFH, il y a trois gènes qui sont très fréquemment mutés, qui sont TET2, DNMT3 et IDH2. Ces trois gènes sont impliqués dans le contrôle de la méthylation de l'ADN. On les connaissait pour être très fréquemment mutés, en particulier dans les néoplasies myéloïdes, les leucémies aiguës, les syndromes myélodysplasiques, aussi dans certains gliomes. Nous avons démontré qu'ils sont aussi très fréquemment mutés dans les lymphomes TFH. Contrairement à ce qu'on observe dans les leucémies et les gliomes, où les mutations touchent l'un ou l'autre de ces gènes, dans les lymphomes, souvent les mutations sont multiples. Différents travaux ont montré que ces mutations sont présentes non seulement au niveau des ganglions, de la tumeur, des cellules tumorales, mais dans certains cas peuvent être mis en évidence aussi dans des progéniteurs hématopoïétiques des mêmes patients. La conséquence globalement de ces altérations va dans le sens d'une hyperméthylation de l'ADN et peut-être de certaines histones. Autre élément qui a émergé comme un facteur pathogénique dans ces maladies, ce sont des mutations qui touchent la voie de signalisation du récepteur aux cellules T. Donc, ce schéma est un petit peu compliqué, mais très globalement, il vous montre ici à la surface du lymphocyte T le récepteur antigénique, différents corécepteurs et les voies de signalisation intracytoplasmiques qui conduisent à une modification de l'activité transcriptionnelle. Différents travaux de différentes équipes ont mis en évidence des mutations extrêmement fréquentes, allant généralement dans le sens d'une activation de cette voie du TCR dans les lymphomes T de type TFH. Soit il s'agit de mutations ponctuelles dans certains gènes, soit il s'agit de gènes de fusion avec une activité similaire. Le gène le plus fréquemment muté est une petite GTPase, ROA, avec une mutation dite hotspot parce qu'elle est identique dans quasiment toutes les tumeurs. D'autres gènes de cette voie de signalisation, en particulier en surface, le corécepteur CD28, sont aussi fréquemment altérés, globalement chez environ la moitié des patients. Et dans le travail que nous avons réalisé, ces mutations tendent à corréler avec une progression plus précoce des malades.
Un aspect intéressant de ces altérations génétiques dans ces lymphomes TFH est ce qu'on appelle l'architecture de ce paysage mutationnel. En vertical, ici, ce sont une série de patients, et en horizontal, les codes couleurs indiquent des mutations dans les différents gènes indiqués. Ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a fréquemment plusieurs gènes mutés simultanément dans la même tumeur, que les gènes qui sont impliqués dans le contrôle épigénétique, en particulier TET2, sont extrêmement fréquemment mutés, et que les autres mutations tendent à survenir sur fond de mutations TET2. Quand on regarde au sein d'une même tumeur, en fonction de la fréquence à laquelle on met en évidence les mutations par séquençage, on peut avoir une idée de la proportion de cellules effectivement mutées. C'est ce qui est présenté ici. Et quand on fait cet exercice, on se rend compte que les cellules mutées pour TET2, pour DNMT3, pour ces régulateurs épigénétiques, sont plus abondantes que les cellules porteuses d'autres mutations, telles IDH2, que d'ailleurs on peut mettre en évidence avec un anticorps spécifique, et qui, vous le voyez, reconnaît ici seulement une petite proportion des cellules dans un tissu lymphomateux qui sont les cellules tumorales. D'autres travaux ont été réalisés par différentes équipes sur des souris, conduisant finalement au modèle suivant pour la lymphomagenèse de ces lymphomes TFH. Différents arguments indiquent finalement que les mutations épigénétiques sont des phénomènes extrêmement précoces qui, prouvés dans certains cas, surviennent au niveau de cellules hématologiques progénitrices. Cellules hématologiques progénitrices, à l'origine donc délignées à la fois myéloïdes et lymphoïdes. Les mutations sur la voie du TCR, les mutations aussi de IDH2 sont par contre des mutations plus privées, disons, qui elles, sont restreintes aux cellules néoplasiques. Ce modèle permet de comprendre, sans doute, étant donné que certaines de ces mutations peuvent être transmises aussi aux cellules B, que dans certains cas, la maladie peut se compliquer de prolifération ou de lymphome dérivé de cellules B, peut-être à la faveur de certaines anomalies génétiques, et peut expliquer aussi qu'il y a une coexistence qui est rare, mais qui est documentée, de certains patients ayant à la fois un lymphome TFH, un lymphome angio-immunoblastique, et une maladie myéloïde, notamment, il y a quelques exemples qui sont rapportés de patients avec concomitamment une leucémie myélomonocytaire chronique et un lymphome T angio-immunoblastique. C'est dans ces circonstances notamment qui ont conduit à cette observation qui a été publiée l'année dernière par l'équipe du LISA. Certains de ces patients avec lymphome angio-immunoblastique et maladie myéloïde concomitante ont été traités par 5-azacitidine. C'est un agent déméthylant qui est utilisé dans le traitement des néoplasies myéloïdes. Et ce qui a été observé, c'est que ce traitement par agent déméthylant a, dans un certain nombre de cas, la moitié de la cohorte ici, conduit à des réponses cliniques complètes ou partielles, parfois de longue durée, chez des patients avec plusieurs lignes de traitement préalables. Et pour les cliniciens qui sont dans la salle, je pense que ces courbes de survie globale et sans progression pour un lymphome T en rechute sous traitement par azacitidine sont particulièrement remarquables. Vraisemblablement, tous les patients dans ce groupe avaient des mutations de TET2. L'hypothèse est que les agents déméthylants, par leur action sur la méthylation de l'ADN, contrecarrent une des voies pathogéniques du lymphome angio-immunoblastique et peuvent représenter une voie thérapeutique. C'est l'objet d'une étude de phase 3 maintenant qui est en cours de recrutement. Au final, ces lymphomes angio-immunoblastiques et apparentés, ils représentent dans nos pays la plus grande partie des lymphomes T. Second en fréquence,
c'est le groupe des lymphomes T sans autre spécificité, tandis que les autres entités extraganglionnaires et anaplasiques sont plus rares. Concernant les lymphomes T sans autre spécificité, utilisant un raisonnement et une méthodologie un petit peu similaire à celle que je vous ai décrite pour les lymphomes TFH, des méta-analyses qui ont été réalisées par le groupe de Javid Iqbal, utilisant différents sets de données, ont conduit à identifier deux groupes de CPT-CL-NOS, l'un avec une signature moléculaire ressemblant à celle des cellules de type TH2 normale, l'autre avec une signature moléculaire ressemblant aux cellules de type TH1, avec dans les deux sous-groupes des caractéristiques génomiques différentes et probablement une survie, un pronostic et une biologie un petit peu différentes. Ça permet de proposer le schéma suivant pour les lymphomes dérivés de cellules CD4. Il apparaît que par rapport aux mécanismes normaux de différenciation des cellules CD4 en différents sous-groupes d'effecteurs, TH1, TH2, T-helper folliculaire ou T-reg, chacune de ces catégories se trouve peut-être associée à un groupe de lymphomes, les PTCL-NOS au TH1 ou TH2, les lymphomes angioimmunoblastiques aux cellules TFH, et je n'en dirai qu'un mot ici, les leucémies associées à HTLV sont généralement de phénotype T régulatoire. Quelques mots pour terminer des formes extraganglionnaires. Isolément, elles sont rares. Voilà un exemple ici de lymphome dérivé de cellules NK de type nasal, présentation sous forme d'ulcération dans la cavité buccale. C'est ce lymphome angiocentrique associé à l'EBV. Autre exemple, ce sont des lymphomes rares, mais complications classiques de la maladie cœliaque, associées à une entéropathie, des maladies ulcéreuses, perforation intestinale, péritonite. Autre exemple de lymphome intestinal primitif, c'est la forme que l'on appelle monomorphe et épithéliotrope, parce qu'elle infiltre, vous le voyez ici, les villosités intestinales avec une présentation plus souvent massivement tumorale. Ces deux formes de lymphomes intestinaux sont des maladies très agressives, comme l'est aussi le lymphome dit hépatosplénique, lymphome des individus jeunes avec une atteinte de la rate, mais aussi des sinus médulaires. Et enfin, un exemple de ces lymphomes associés aux implants mammaires, qui sont une forme de lymphome T extraganglionnaire, lui a une présentation et évolution généralement indolente. Différents travaux ont mis en évidence que dans ces lymphomes T extraganglionnaires, il y a de manière récurrente des mutations activatrices de la voie JAK-STAT. Alors la voie JAK-STAT, c'est la voie normalement de signalisation qui est liée aux cytokines. Les molécules JAK sont des tyrosine kinases qui phosphorylent secondairement ces facteurs qui ensuite vont agir au niveau de la transcription nucléaire. Les gènes les plus souvent mutés sont les gènes JAK1, JAK3, STAT3 et STAT5B. Ils sont mutés de manière récurrente dans ces différentes entités qui ont donc quelques points communs, mais aussi des différences. Parmi les différences, je vais dire quelques mots de cette inactivation du gène 7T2 que nous avons identifié dans une forme de lymphome intestinaux. Nos travaux ont conduit à l'identification de ce gène 7T2, qui est un autre gène impliqué dans l'épigénétique. Ici, il s'agit d'une méthyltransférase qui triméthyle une histone et plus le DNA. Ce gène était connu comme un gène suppresseur de tumeurs dans différentes tumeurs malignes, en particulier le carcinome rénal à cellules claires, le cancer du sein, certains sarcomes intestinaux. Nous avons identifié que dans les lymphomes intestinaux de type épithéliotrope, ce gène était très fréquemment altéré, soit par des mutations, soit par des délétions, avec souvent des altérations doubles, bialléliques de ce gène. L'inactivation de ce gène se traduit par un déficit de la triméthylation des histones que l'on peut mettre en évidence dans les tumeurs.
Ce phénomène est extrêmement fréquent dans ces lymphomes intestinaux. Il est aussi assez fréquent dans les lymphomes T hépatospléniques. De manière intéressante, ces deux tumeurs ont en commun d'être des maladies extraganglionnaires, cytotoxiques, extrêmement agressives. L'une et l'autre sont fréquemment dérivées de cellules T gamma-delta. Et enfin, même si ça n'a pas été encore mis à l'épreuve, en théorie, il existe des inhibiteurs synthétiques permettant d'antagoniser le déficit de cette T2 qui sont actifs in vitro dans des lignées cellulaires. En définitive, les travaux de ces dernières années ont mis en évidence que les gènes mutés dans les lymphomes T sont liés à différentes voies fonctionnelles, l'épigénétique, les voies de signalisation, en particulier la voie du récepteur antigénique T et la voie JAK-STAT. De manière intéressante, ces deux voies sont des voies de signalisation physiologiques dans les lymphocytes. D'autres mécanismes que je n'ai pas eu l'occasion d'illustrer, évasion immune, altération du cycle cellulaire. Globalement, ces dérégulations conduisent à déréguler différentes voies qui sont reconnues comme étant les voies de l'oncogenèse. Certaines de ces mutations sont spécifiques de certaines maladies, d'autres sont communes à différents types de maladies, mais globalement, on retrouve quand même une certaine analogie entre la cellule d'origine d'une part, l'histologie, la biologie et le type de mutation rencontrée dans tel ou tel type de tumeur. Il y a donc une dimension moléculaire qui est croissante dans la compréhension et le diagnostic des lymphomes T périphériques, avec des implications qui sont pronostiques et de façon importante aussi, avec la possibilité de nouvelles possibilités thérapeutiques. Avec ça, je voudrais remercier ici mes collaborateurs proches ou locaux à l'université et à l'Institut de pathologie à Lausanne, en particulier Bettina Bisic, Eduardo Miciaglia, Annalisa Robertier et David Valois pour les travaux que j'ai présentés ici. La collaboration avec l'Institut suisse de bioinformatique est capitale pour l'analyse des données de séquençage, collaboration avec l'Agence du cancer de Vancouver, et puis une collaboration de longue date très active avec la participation au LISA et en particulier à la commission T du LISA. Beaucoup de travaux sont faits en collaboration avec Philippe Gollard, Corinna Youn et leur équipe. Je voudrais remercier ici tous les cliniciens et les pathologistes du groupe, en particulier les collègues belges avec qui on a conservé de bons contacts, de collaboration et de travail, Christophe Bonnet, Johan Somja, Roland de Wind, et puis les différents hématologistes et pathologistes du groupe LISA. Voilà, ça c'est un peu plus loin en arrière, mais tout cela n'aurait pas été possible sans avoir les bonnes bases de la médecine et d'un enseignement de qualité. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir comme professeur des personnalités remarquables. Par ordre chronologique, le professeur Fouadard pour l'enseignement de la biologie, mais aussi les premiers pas au laboratoire, le professeur Monen pour la physiologie, la physiopathologie, mais surtout vraiment les bases de la médecine. Bien sûr, le professeur Boniver, qui est notre professeur d'anatomie pathologique et puis qui m'a soutenu et a suggéré la démarche d'une carrière MD-PhD recherche subventionnée par le FNRS, Michel Mouchen, qui était le directeur de ma thèse en immunopathologie, le professeur Filet, chef du service d'hématologie au CHU, avec qui nous avons beaucoup travaillé, la professeure Harris au Mass General Hospital pour m'avoir enseigné l'hématopathologie. Je remercie en particulier FNRS et Télévis pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté, ainsi que la Fondation Léon Frédéric. Voilà. Je remercie aussi mes parents qui sont là aujourd'hui et je vous remercie tous pour votre attention. Voilà. La rue de Lausanne depuis la cathédrale.
Merci beaucoup, Madame Delevanne. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, Vincent. C'était vraiment un très bel exposé. Laurence, je t'en félicite. Et c'est un superbe travail que tu as réalisé. Je voudrais aussi, puisque tu parlais de Jacques Univers, il y a eu toute une période où on attribuait, c'était dans les années 60-80, un rôle fondamental au thymus sur le développement des cancers T. Et c'était le groupe de Kaplan à Stanford, enfin, il y avait énormément de littérature. Or, aujourd'hui, on ne voit pratiquement plus rien. Quel est ton avis à ce niveau-là? Alors, Monsieur Bonivert peut peut-être répondre en partie. Je n'ai pas été moi-même impliquée dans ces travaux de Kaplan, mais si mes souvenirs sont bons, il s'agissait de modèles de lymphomagenèse T, où les cellules tumorales étaient finalement des cellules T précurseurs, donc des tumeurs lymphoblastiques, plutôt que les tumeurs T périphériques dont moi j'ai parlé ici. Donc je pense moi j'ai pas du tout abordé les maladies précurseurs qu'on groupe plutôt finalement avec les leucémies. Cela étant dit, il y a des travaux récents qui suggèrent que le thymus pourrait être impliqué aussi dans la lymphomagenèse de certains lymphomes T périphériques, et notamment il y a des travaux de Suzanne Turner à Oxford, je pense, qui montrent, qui suggèrent que c'est un modèle murin, qu'il y aurait des précurseurs thymiques aux cellules cancéreuses du lymphome anaplasique à grandes cellules ALK positifs. Tout cela est venu de l'idée que si le réarrangement de ALK est vraiment l'élément génétique driver dans ces tumeurs, sans doute il n'est pas suffisant, et notamment dans le sang de nouveau-nés, on peut mettre en évidence le transcrit de fusion. Donc il y a des individus sains qui sont porteurs de cellules ayant cette translocation associée au lymphome, qui ne sont pas malades. Je n'ai plus en tête le détail exact de l'expérimentation, mais ces travaux suggèrent que ce réarrangement de ALK pourrait être acquis au sein de cellules précurseurs au niveau du thymus, et puis des éléments secondaires en périphérie contribueraient dans certains cas à l'établissement d'un phénotype tumoral complet. Un commentaire, une réponse, une question. Le commentaire, comme c'est beau la belle anatomie pathologique bellement présentée, étant anatomopathologiste. Deux, par rapport à la question de Vincent, ben oui, ce sur quoi je travaillais, c'était des lymphomes lymphoplastiques se développant dans le thymus dans un modèle expérimental chez la souris, et il y a chez l'homme des lymphomes lymphoplastiques intratypiques, ce qui n'est pas l'objet de tes travaux. Ma question, c'est, j'ai vu dans certaines préparations d'immunohistologie des cellules PD1 positives. Donc y a-t-il place pour les anticorps checkpoint inhibitors dans le traitement des lymphomes périphériques? Alors, merci pour la question et le sujet qui est vraiment très pertinent et complexe. PD1, dans le contexte où je l'ai présenté, PD1 est un marqueur des cellules TFH, donc c'est un marqueur physiologique dont l'expression est conservée, dans la tumeur. Les ligands de PD1 sont PDL1, PDL2 et autres, qui eux-mêmes sont exprimés par certaines cellules non tumorales, mais sont aussi exprimés par les cellules tumorales, notamment dans les lymphomes de type EBV. Donc des interactions entre PD1 et PDL1 vraisemblablement existent au sein des tumeurs. La question, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est la conséquence de ces interactions, et en particulier au niveau des cellules tumorales, quel effet elles peuvent avoir. Il y a notamment des travaux de Jürgen Rühland qui ont fait l'objet d'une publication dans Nature, qui démontrent que PD1 serait un gène suppresseur de tumeurs dans les lymphomes T.
Donc il n'est peut-être pas prudent de l'antagoniser. En réalité, quelques case reports ont été publiés, des molécules de type immune checkpoint ont été utilisées dans le traitement de certains lymphomes en rechute, en particulier positifs pour PDL1, avec des résultats très positifs dans certains cas, notamment les lymphomes EBV de la région nasale, mais des réponses entre guillemets paradoxales et catastrophiques dans d'autres situations, en particulier des lymphomes de type HTLV, où l'administration d'agents bloquants, de pembrolizumab, je pense, a conduit à l'explosion de la tumeur. Donc, il y a des études de plus petite ou de plus grande taille pour le moment, avec des critères d'inclusion variables, parlant des lymphomes, des lymphomes systémiques. Il n'y a pas de réponse claire à l'heure actuelle, mais il y a des essais qui examinent la faisabilité de ces traitements. Je dois dire encore que dans les lymphomes cutanés, l'utilisation de ces molécules a donné aussi des bons résultats dans certains cas. Dominique. Je voulais féliciter Laurent, c'est vraiment un superbe exposé pour les gens qui ont eu l'info comme moi. Et ma question touche en fait à ces mutations sur les régulateurs épigénétiques, parce qu'on était habitué à les voir dans les leucémies aiguës, comme tu l'as dit, on a découvert seulement une sous-entité de lymphome, c'est pas dans tous les lymphomes. Et on a vécu un cas interpellant d'une patiente qui a développé une leucémie aiguë moins de 2 ans après un lymphome T angioimmunoblastique. On a trouvé la mutation épigénétique TET2, TLM3, et on est retourné à la tumeur, on a trouvé les mêmes mutations dans la tumeur. Donc cette patiente n'avait pas une leucémie secondaire au traitement du lymphome, elle avait développé, et puis on est retourné dans les cellules de la patiente. C'était une patiente âgée, et elle avait aussi ces mutations T2. Donc elle avait ce qu'on appelle la clonale hématopoïèse liée au vieillissement. Et donc je me demandais un peu comment vous y retrouvez dans ces anomalies de l'épigénétique qui sont liées au vieillissement et très fréquentes chez les patients âgés, et les mêmes mutations qu'on retrouve dans les tumeurs. C'est effectivement une des difficultés de l'interprétation de résultats de séquençage sur des échantillons, voire même ce type de mutations. On les retrouve aussi quand on fait du séquençage de tumeurs solides, où a priori ces mutations ne sont pas présentes dans les cellules cancéreuses, épithéliales ou autres. Là, on identifie, dans cette situation, on identifie ces mutations comme reflétant vraisemblablement une hématopoïèse clonale et la présence de cellules inflammatoires au sein de la tumeur. Quand il s'agit de l'analyse d'échantillons lymphomateux, c'est plus compliqué de faire la part des choses entre ce qui est lié à la tumeur ou éventuellement pas. On peut se référer éventuellement on se réfère notamment à la fréquence allélique et à l'abondance en fait l'abondance relative de ces mutations par rapport au gène normal pour en déduire à quoi elles sont liées, mais il n'y a pas de consensus très clair et c'est une des difficultés d'interprétation. Cela dit, je suis convaincue que l'épigénétique est importante, et pour ajouter à ta présentation, O'Connor, ce que tu connais aux États-Unis, vient de faire une présentation où il a traité un lymphome angioimmunoblastique en rechute par non seulement les hypomédilants, mais il a ajouté des inhibiteurs d'histone et acétylase, et il a obtenu 100% de réponse. Je n'ai jamais vu avec 50% de rémission complète. Donc on doit traiter les lymphomes T comme des leucémies, et ça c'est quelque chose de tout nouveau. Donc encore merci. Je félicite évidemment Laurence pour son exposé. Une petite question clinique, le lymphome associé aux prothèses mammaires, en particulier aux prothèses mammaires rugueuses, qui est évidemment quelque chose d'actualité. J'avais en tête qu'il pourrait aussi y avoir des lymphomes B, notamment des lymphomes diffus à grande cellule. Quelle est la proportion entre les B et les T, et en ce qui concerne les T, quelle est l'évolution clinique de ces lymphomes? Est-ce qu'ils sont agressifs? Est-ce qu'ils sont relativement indolents? Alors, si on considère dans l'ensemble les lymphomes
qu'on peut rencontrer dans le sein. Bon, c'est rare, mais si on regarde ça, effectivement, la forme la plus fréquente, c'est le lymphome diffus à grandes cellules B. Les lymphomes associés aux implants mammaires, c'est une complication très très rare de la présence d'implants, et donc c'est un très très petit nombre de cas. Mais par définition, ces cas que l'on appelle associés aux implants mammaires, ce sont par définition des lymphomes anaplasiques à grandes cellules. Ils sont tous des lymphomes T, anaplasiques à grandes cellules, sans réarrangement de ALK. Donc un pronostic relativement bon pour l'été. Oui, alors un pronostic relativement bon pour l'été. Il y a là encore une distinction. Il y a un petit peu deux présentations cliniques. Il y a la forme que je vous ai montrée là-bas, c'était une effusion autour de la prothèse, une augmentation de volume du sein, un liquide que l'on ponctionne et dans lequel on voit les cellules tumorales. Ça, c'est la forme dite associée à une effusion, c'est la forme la plus fréquente. Et celle-là, isolément, si on enlève le liquide, on ressèque la prothèse, la capsule, en général, il y a 90% de survie sur cette série-là. Il y a une plus petite proportion de patientes qui peuvent avoir soit associé à cette effusion, soit isolément une masse tumorale. Et les cas qui sont associés à une masse tumorale sont de moins bons pronostics que ceux limités à une effusion. Mais cytologiquement, on n'a pas de... On ne sait pas ce qui biologiquement sous-tend l'une ou l'autre présentation et l'un ou l'autre pronostic. Il faut dire que cette maladie, elle est quand même difficile à étudier. Il n'y a pas beaucoup de cas. C'est dans beaucoup de cas un échantillon de liquide, de la cytologie. Il n'y a pas beaucoup de matériel pour faire des études, donc le nombre de cas étudiés est au final relativement faible. Merci. Merci beaucoup, Madame Deleval. Ne partez pas tout de suite. Vous avez été élue membre étrangère de l'Académie, et donc ceci nous donne l'occasion de vous donner le diplôme correspondant. Ce n'est pas tout. Également, cette précieuse médaille qui est encore dans son enveloppe plastique. Gardez-la précieusement dans cette enveloppe au cas improbable que vous désireriez la porter. Nous y réfléchissons avec le secrétaire mais nos budgets pour le moment. Nous ne sommes pas en Suisse. Mais plus facile à porter, voici un accessoire vestimentaire que vous pourrez ramener sur les rives du lac que nous ne voyons plus. Merci encore pour votre conférence aujourd'hui.